Margherita Farina est originellement linguiste, essentiellement linguiste. Toujours, elle a fait sa thèse en 2009 à l'École normale supérieure de Pise sur la voix moyenne en syriaque. Et elle s'est progressivement intéressée de plus en plus aux questions de manuscrits et d'écriture. Et elle travaille actuellement notamment sur les polygraphismes et le multilinguisme dans les grammaires syriaques, comme on le verra, entre le syriaque, donc l'arabe et le grec. Donc on change tout à fait de période et de domaine, et je pense qu'on trouvera quand même des questions qui pourront convenir aux deux communications dans la suite, avant le déjeuner. Merci. Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour m'avoir invité à participer à cette conférence très très intéressante. Et je m'excuse surtout parce qu'en effet, les problèmes graphiques ne font pas vraiment partie de mon entraînement et de mon parcours, mais c'est plutôt quelque chose que je me suis trouvée à gérer en m'intéressant à des problèmes essentiellement de bilinguisme, donc des problèmes linguistiques. À l'intérieur de textes grammaticaux syriaques qui représentent le centre de mes études. Et donc le syriaque est une langue sémitique documentée à partir du début du premier millénaire de notre ère, donc le premier siècle, qui se développe dans la région de l'Ostroène ici. Après, se diffuse à l'ouest et à l'est, tout au long de la côte syro-palestinienne et à l'est jusqu'à l'Asie centrale. Et par son emplacement, vous voyez déjà que c'est une langue qui a de très intenses contacts multilangues. Et notamment, je vais m'intéresser au grec d'abord et à l'arabe après. Mais avec le caveat important qu'il s'agit de contact au niveau lettré, au niveau littéraire et des textes savants. Donc, même si on peut supposer une très intense coexistence d'un côté avec les Grecs, qui est documentée par les phases araméennes précédentes au syriaque et contemporaines, mais disons d'un niveau épigraphique ou dialectal, qui nous font penser qu'il y avait un certain niveau de bilinguisme. Et de même pour l'arabe, on peut supposer la même chose. Je me concentre sur des exemples qui relèvent d'une bilittéralité ou bilinguisme savant. Et donc, le syriaque est une écriture alphabétique qui écrit seulement les consonnes avec une possibilité des matrices lectionnistes pour certaines consonnes qui marquent aussi des voyelles, notamment le semi-voyelle I et U et le Aleph pour noter plusieurs voyelles. Et on a trois types d'écriture essentiellement. Le strangelo, qui est une écriture du type plutôt monumental, donc on le retrouve dans les inscriptions et dans les manuscrits bibliques ou commentaires bibliques, dans les manuscrits précieux, disons, et dans les manuscrits plus anciens. Et après, on a deux types d'écriture un peu plus cursive, les certo, qui se développent surtout en domaine occidental, et l'écriture, le syriaque oriental, qui, comme dit le nom, se développe surtout dans un milieu oriental, et qui s'utilise pour tout type de texte, disons, qui n'a pas de dimension monumentale. Et comme je vous disais, donc on se concentrera ici sur deux apports différents au syriaque. D'abord celui du grec et après celui de l'arabe. Apport qui est diffusé tout au long de la tradition syriaque, qui, comme je vous disais, commence au début du premier millénaire et s'étend tout au long des 2 millénaires qui suivent, parce qu'on peut écrire les syriaques même aujourd'hui et même sous forme manuscrite. Et donc, j'oserais dire que même si on n'a pas d'études de digraphisme ou multigraphisme en milieu syriaque, on pourrait en écrire des volumes, si on voulait. Donc, aujourd'hui, je ne vous montre que des exemples. En ce qui concerne les Grecs, donc, on a deux possibilités, deux phénomènes. D'un côté, on a la possibilité de... Ah là, ok, j'ai rien, donc il faut apprendre à utiliser ça. Donc, on a la possibilité de simplement transcrire les Grecs, ou on a la possibilité de l'emprunt. Donc là, vous me faites confiance, on a le signe pour L, K, S, I, S, qui transcrit les mots lexis, d'accord.
De même, en arabe, on a encore la même possibilité. On a la possibilité d'avoir le syriaque et à côté l'arabe. Ici, par la même main, on parlera beaucoup de ce manuscrit plus tard. Mais on a aussi la possibilité d'écrire la langue arabe en alphabet syriaque. Ça s'appelle le Garchouni, normalement. Donc, même si ces deux phénomènes, pour le grec, pour le syriaque, ne reflètent pas vraiment le même phénomène linguistique, au niveau graphique, c'est les deux possibilités que le syriaque connaît tout le temps. Soit on intègre une autre écriture, soit on intègre une autre langue dans l'écriture syriaque. En plus, comme je vous disais, le syriaque ne note pas les voyelles, et donc on essaie de développer des systèmes d'écriture un peu, multiples ou mixtes. À partir du 9e siècle, le syriaque commence à intégrer les voyelles grecques à son alphabet pour noter les voyelles syriaques. Et vous voyez qu'ici, on est dans un manuscrit de 1360, et encore, on recherche à récupérer l'origine graphique de ce signe. Et ça, c'est le système de vocalisation occidental qui est seulement l'un des différents moyens que les syriaques développent pour noter les voyelles. De même, en Garchouni, on peut insérer les voyelles arabes dans une notation alphabétique syriaque. Et donc encore avoir le même type de système mixte. Donc, pour les Grecs, je voudrais commencer avec un texte qui ne relève pas proprement au sens strict de digraphisme, dans le sens qu'on n'a aucune preuve ou aucun raisonnement qui nous amène à penser que le même copiste a écrit l'arabe et le grec et le syriaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte, donc c'est un texte qui contient les homélies de Sévère d'Antioche, dans une recension par Jacques Dédès, qui est vécu dans la deuxième moitié du 7e siècle et est mort au début du 8e siècle. Et ce texte accompagnait dans son original une lettre que Jacques Dédès avait composée sur l'orthographe, où il donnait des prescriptions linguistiques. Et donc, le texte des homélies, c'était l'exemple qu'il rattachait à sa lettre pour expliquer comment, en effet, les différents scribes devaient s'y prendre pour traiter les syriaques correctement, à son avis. Et donc, c'était lui-même qui avait choisi les transcriptions grecques tout au long du texte qui devaient illustrer la bonne prononciation. Donc, disons que le manuscrit que je vous montre, c'est un manuscrit du 8e siècle qui provient de la même zone où Jacques Dédès a travaillé et a composé son texte. Donc moi, je suis optimiste et je pense qu'en effet, c'est le manuscrit, pas de la main de Jacques Dédès, mais de la main du copiste auquel il avait confié ce travail, parce que dans cette lettre sur l'orthographe, il s'est plaint du copiste. Et il dit qu'en effet, en plus, les copistes n'ont pas vraiment compris son système et que parfois, il s'est déjà écarté de la règle que Jacques a exposée. Donc, mais si on est pessimiste et on pense que ce n'est qu'une copie, c'est une copie plus ou moins contemporaine. Donc, elle nous montre la situation à cette époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce grec? On peut transcrire des mots syriaques. Ici, on a, vous me faites confiance, Antiochos en syriaque. Et donc, le grec, comme on vient d'évoquer, est utilisé parce qu'il contient les voyelles, donc il nous montre la bonne prononce du mot. Et aussi, ici en bas, on trouve le même nom, mais cette fois-ci décliné au antioché, donc au vocatif. Donc ça nous montre aussi qu'il y avait un bon niveau d'intégration du grec. On ne peut pas vraiment parler ici de bilinguisme, ce n'est pas ça le cas, mais d'une compétence très haute au niveau littéraire dans la deuxième langue. Et encore, bon, ici on a encore une transcription d'un mot d'origine grecque, mais en haut, je voulais vous montrer Gersham. Ça, c'est une tentative de reproduire la prononce d'un mot hébreu. Donc, c'est vraiment ça la fonction du grec, c'est qu'il contient les voyelles.
Cet exemple un peu plus long, un peu plus complexe, c'est la glose que vous voyez, qui était à côté de la première page que je vous ai montrée. Et donc, il est question d'un passage parallèle des évangiles de Marc et de Matthieu, où on parle du Kurbana. En syriaque, c'est l'offrande sacrée, donc disons même l'Eucharistie, mais sinon, en sens plus général, l'offrande liturgique. Donc, les mots hébreux, Korban, qui se trouve dans l'évangile de Marc. Et donc, la note observe que dans Matthieu, par contre, on trouve le mot grec doron, et c'est un mot qui indique soit l'offrande, soit le don. Et donc, comme le mot, en effet, dans la glose, je le cherche, le mot est lexis, la glose nous donne la bonne prononciation des deux mots d'origine grecque contenus dans ce texte, donc lexis et doron. C'est comme ça. Mais dans la même page, à côté, on trouve la transcription de korban, comme ça. Donc, vraiment, les deux écritures sont un peu conçues comme complémentaires pour avoir une bonne compréhension du texte. Bon, ça, c'était les passages des évangiles. Après, on passe vraiment à une époque très différente. Donc, ceci, c'est un manuscrit sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est une grammaire syriaque, copiée en 1360. Le texte... le contenu est composé à peu près un siècle avant, donc autour de 1265. Et c'est un texte entièrement dans les deux langues, syriaque et arabe, dans le sens que le copiste qu'on connaît très bien, il s'appelle Daniel Demardini, et un copiste philosophe, commentateur, qui a glossé aussi plusieurs d'autres manuscrits, donc on connaît très bien sa main arabe et sa main syriaque. Donc il a glossé tous les manuscrits avec des observations de comparaison entre la grammaire arabe et la grammaire syriaque, et la langue arabe et la langue syriaque. Donc il s'agit soit des caractéristiques linguistiques, soit de la théorie grammaticale parfois qu'il compare. Et donc le manuscrit est structuré comme ça. On a de longues gloses qui parfois intègrent des mots syriaques, comme ici, à l'intérieur du texte arabe. Qu'est-ce qu'on fait avec l'arabe? Ici, c'est un exemple. Ici, en effet, dans le texte syriaque, il était question de lexis arabita, donc la langue arabe, et le copiste a glossé en arabe al-lurat al-arabia. Donc, simplement, il a noté qu'ici, on parle arabe. Ça, c'est une page d'un autre manuscrit où le texte principal n'est pas écrit par Daniel Demardini, mais il a en effet fait des gloses en syriaque et des gloses en arabe. Et en effet, ici, on retrouve encore ce mot lexis, comme ça vous avez peut-être tout à fait l'habitude. Et la glose syriaque nous dit simplement ce mot est équivalent à mot en syriaque, à parole. Donc c'est une traduction. Tandis qu'en arabe, on a une longue glose qui porte sur les contenus du texte, qui est un contenu logique, philosophique. Pour passer à des faits un peu plus graphique. Donc ici, on revient à la grammaire de 1360. Donc vous voyez que Daniel Demardini, en effet, intègre soit le grec, soit l'arabe. Et ici, la question du mot syriaque est homologisée. Et on recherche l'étymologie d'étymologie, en effet. Et donc, il transcrit ces mots. En premier, il transcrit les mots tels qu'il est en syriaque en alphabet grec. Donc, en effet, les Grecs servent pour nous donner la prononce syriaque. Après, ils recherchent un peu l'origine du mot. Ils trouvent le mot grec. Et en dessous, il écrit la traduction arabe des deux membres qui forment ce composé. Et il dit Ishtikak al-Kalam, donc l'histoire du mot, un peu l'origine du mot. Donc, c'est comme ça que se répartissent un peu le syriaque, l'arabe et les grecs dans la page. Mais je voulais aussi observer que, en effet, on a toute une langue glose courante en arabe autour du texte qui fait commentaire à cette partie-là du texte syriaque. Et on trouve des choses intéressantes. Donc, ce groupe ici que je vous ai encerclé en vert est tout le temps le même groupe de signes, notamment l'am alif. Que le copiste
reproduit dans différentes formes, dans différentes variantes. Ça, c'est déjà intéressant parce que ça veut dire qu'il a une bonne maîtrise de l'écriture arabe et il n'y a pas des biais régionaux particuliers, il n'a pas, pas trop un style à lui parce qu'il mélange différentes possibilités graphiques. Mais cette possibilité ici, ça c'est vraiment limite, ça c'est pas vraiment comme en arabe, d'avoir le lam qui se trouve un peu, qui dépasse comme ça les alifs, qui est totalement vertical, que je vous ai reproduit ici. C'est lisible, mais c'est un peu limite. Alors, tandis que ça, c'est le même groupe en syriaque. Et ça, c'est la forme courante correcte du syriaque, avec le alif très vertical qui dépasse un peu avec ces petits traits, les lomades. Donc, et on retrouve d'une façon un peu moins limite, mais on retrouve cette même forme ici, dans Kalam. Mon hypothèse, c'est qu'un peu, ici, on a eu une influence du syriaque dans la façon dont il a écrit ce groupe. En effet, j'ai la chance d'avoir un manuscrit jumeau de ce manuscrit qui a été copié malheureusement, je ne suis pas vraiment con parce que les scribes Philoxène Patriarche, on a 4 possibilités autour de la même époque avec ce nom. Et donc, comme le manuscrit est maintenant déplacé par rapport à son lieu de copie, je ne saurais pas trop. Mais comme on m'avait fait remarquer que les Grecs a une allure très égyptienne, on pourrait peut-être en déduire quelque chose. En tout cas, c'est un manuscrit jumeau où le copiste soigneusement essaie de reproduire toutes les caractéristiques graphiques de son original. Sauf que il n'a pas fait les gloses rapidement sur le moment. C'est pas lui qui a fait les gloses. Donc, il copie les gloses en même moment qu'il copie les textes. Ce n'est pas des notes qu'il a prises rapidement, comme il est le cas pour Daniel Desmardines dans le manuscrit originel. Et donc, ça nous permet un peu de faire des considérations sur l'influence réciproque du syriaque et de l'arabe au niveau graphique. Donc, ce deuxième manuscrit jumeau, c'est le manuscrit de Sharfeh Rahmani 123. Et ici, on voit la même page avec étymologie, etc., comment il a conçu. Un peu plus ordonné et on voit qu'il a essayé de reproduire la même distribution du texte, mais en même temps, il n'a plus l'allure de notes, quoi. L'arabe est beaucoup plus régulier. Et si on se concentre un peu sur... malheureusement, il y a une rayure ici, donc c'est pas trop facile à voir, mais vous voyez qu'il y a quelque chose ici en bas, et donc on peut reconstruire une forme du lam alif plutôt comme celle-ci, et pas du tout comme celle que je venais de vous montrer là, que je soupçonne influencée par le syriaque. Et encore ici, on voit systématiquement comment il fait le lam alif. Il le fait presque tout le temps de la même manière. Juste ici, c'est encore un peu limite, mais c'est acceptable, quoi. Le alif est dans le mad. Par contre, on voit un peu une possibilité d'une influence de l'arabe sur le syriaque ici. Ça, c'est le manuscrit de Daniel Desmardines, le premier que je vous ai montré. Donc ça, c'est le mot syriaque dans sa version typographique. Je me concentre sur les deuxième et troisième signes. Vous voyez qu'ici, il s'effondre un peu. On fait moins la différence entre les deux. Et ce signe-là est un peu... est plutôt allongé, c'est pas vraiment arrondi, et ça ressemble beaucoup à ce que le même copiste fait ici avec le groupe arabe Dod Resh. Si on compare avec les manuscrits jumeaux, on voit qu'ici on est beaucoup plus proche de la forme imprimée, donc la forme régulière, et les deux formes sont beaucoup moins proches. Et en effet, ici, le copiste n'a pas
écrit les deux mots en même temps, quoi. Il a écrit son syriaque et son arabe d'après un modèle écrit dans un deuxième moment. Encore, ici, on a le texte... ok, j'ai fait la faute. On a le texte syriaque est une glose arabe de Daniel, très écrite avec beaucoup d'actes, très rapide. Et on voit qu'il y a une certaine tendance à terminer les mots vers les bas. C'est un peu la même chose qu'on peut dire ici. Et cette tendance s'étend au syriaque. Et donc, surtout, notamment, je me concentre sur cette forme. La dernière lettre, qui est dans la forme imprimée, est ça. Et vous voyez que les traits verticales est presque centré ici. On a presque si je voyais ce signe isolé, j'aurais du mal à le reconnaître. C'est juste parce que je le vois en contexte que je sais que c'est ça. Et je pense qu'on puisse soupçonner une influence du mot précédent en arabe, qui avait tout ce signe qui vont vers les bas. Encore, on peut observer, alors là, je ne sais pas du tout comment on dit sérif en français. Donc, en italien, c'est grazia. Et donc, je me réfère à ce petit signe, à ces petites... désolée. Merci. Tout le monde comprend empattement? Super. Ok, alors très bien, merci. Donc, notamment, donc vous voyez que ce lettre, les lomades, les olaf, ils ont ce petite courbe. C'est pas prescrit, on n'est pas obligé de l'avoir, mais on voit que l'amen syriaque de Daniel, lui, il a l'habitude de le faire. Mais si on passe à l'arabe, on le trouve beaucoup moins. Donc l'arabe ne l'a pas du tout dans son style, et il a disparu aussi du syriaque. On peut ici, mais c'est très vertical par rapport... Ça, vous avez ici le même groupe qu'ici. Donc, c'est une glose qu'il a écrite dans un deuxième moment. Et son syriaque est un peu influencé par l'arabe à côté. Et en effet, on voit que dans les manuscrits jumeaux, où il avait tout son temps d'écrire le syriaque à son aise, le syriaque est le même dans les deux côtés. Lui, il est un type qui fait beaucoup moins de ce sérif, mais il n'y a pas une grande différence entre les deux. On peut observer aussi les changements de calame. Donc, en effet, si vous comparez les calames du syriaque à celui de l'arabe, vous voyez qu'il n'a pas vraiment écrit avec le même. Sauf, jusqu'à ici, on pourrait même dire qu'il change de calame même pour écrire ce mot syriaque à l'intérieur de l'arabe. Mais après, ici, il a corrigé, parce que vous voyez que la glose s'est terminée ici, et il a rayé tout ce qu'il y avait, et il a réécrit avec un autre calame beaucoup plus gros, et on le retrouve soit dans l'arabe, soit dans le syriaque. Et dans les manuscrits jumeaux, on voit ça beaucoup mieux. Les calames du syriaque est beaucoup plus gros que celui de l'arabe. Mais le dernier mot, il a laissé avec le même calame en syriaque. Et en plus, il n'avait pas vraiment compris parce qu'il a mal copié ici. Donc, ça serait Socrates, il a écrit Kousrates, il ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Donc, après, qu'est-ce qui se passe autour de 1480, le manuscrit de Daniel de Mardin, qui avait été copié en Égypte, lorsqu'il était dans un voyage, il a passé 20 ans en Égypte, même s'il était originaire de Mardin, donc de la Turquie sud-orientale, on le sait par d'autres sources. Ce manuscrit revient en Tur Abdin, parce qu'il a été acheté par un patriarche qui a acheté beaucoup de manuscrits dans la bibliothèque de Deir as-Sourian en Égypte, et il a tout ramené en Tur Abdin. Et donc, à partir de 1488, à peu près, on observe beaucoup de copies tirées par ce manuscrit. Il y a une prolifération de copies de la grammaire, de cette grammaire métrique, mais on commence à passer tout ce qui était en arabe au Garshuni.
Donc ici, en effet, vous avez la même glose, mais elle a été entièrement transcrite en alphabet syriaque. C'est intéressant parce que comme ça, on perd complètement la différence entre écriture arabe et syriaque dans les glosses plurilingues. Dans les premiers cas que je vous montre, c'est une copie précédente. La copie est de 1480 et en 1488, il y a une restauration et on commence à rajouter les glosses de Daniel Desmardines, les glosses arabes. Donc on enrichit les manuscrits avec ces glosses. Et après, on commence à voir des copies qui intègrent les glosses de Daniel Desmardines. Donc ceci, c'est Abdi de Gazart, c'est un patriarche syro... Bon, en effet, syro-catholique, un des premiers patriarches syro-catholiques, mais originairement syro-oriental. Lui, il a fait le choix de laisser l'arabe tel quel. Il fait même une distinction de couleur entre le syriaque et l'arabe. Mais une copie plus ou moins de la même époque, pour la même glose, utilise entièrement à nouveau les Garchouni. Et c'est intéressant parce que cette glose, en effet, commence par la glose de Daniel Desmardines et après, elle intègre. Donc tout ce qu'il y a à partir d'ici, à peu près, est nouveau. On le retrouve chez Abdi de Gazart et on le retrouve chez cette copie anonyme. C'est un élargissement de la glose qui peut être fait soit en arabe, soit en syriaque. Et ici, on revient au manuscrit de Daniel Desmardines où quelqu'un, plus tardivement, a ajouté une autre glose sur un sujet linguistique qui commençait à devenir majeur, notamment la distinction entre agent et patient en grammaire syriaque et arabe. Et il a rajouté ça entièrement en garchouni. Donc ça, c'est dès l'arabe encore en alphabet syriaque. Et c'est le seul cas de garchouni qu'on a dans tout ce manuscrit. Donc ça veut dire que, tandis qu'au milieu du XIVe siècle, c'était normal d'avoir un manuscrit digraphe, bicraphe, comme on veut l'appeler, qui contenait du syriaque et de l'arabe, au XVe siècle, surtout au XVIe siècle, ça devient beaucoup moins commun et on n'aime pas trop ça. On fait des intégrations, mais en alphabet syriaque. Même s'il y avait la capacité, la possibilité, parce qu'on a vu qu'Abdi de Gazart, il se débrouille avec son arabe très bien, et c'était pas qu'on ne savait plus écrire le syriaque. L'arabe, désolé. Oui, on a encore des exemples de ça. Donc là, je voulais passer à deux autres personnages. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Donc, ok, je commence par ça. Ici, on est à Rome, chez un nombre de prêtres syriaques qui ont, à la moitié du XVIe siècle, commencé à émigrer à Rome. Et ceci, c'est un manuscrit Garchouni, copié par Moses Desmardines autour de cette date. C'est la copie de ça. C'est un traité copte sur les calendriers. Parce qu'on est au milieu de la réforme grégorienne du calendrier et on discute de l'application de la réforme en Orient. Et donc, dans ce contexte, Moses Desmardines a copié ce texte, mais il l'a copié en garchouni. Mais parfois, il a oublié et il passe à nouveau à l'arabe. Et c'est vraiment, j'ai réfléchi beaucoup sur les contenus, s'il y avait une raison de contenu, etc. Mais non, franchement, c'est juste qu'il a ici et ici, il a oublié qu'il était en train d'écrire en syriaque, qu'il est passé à l'arabe. Et pourquoi est-ce qu'il fait cette copie en garchouni? J'ai deux hypothèses, plutôt opposées en effet. Une hypothèse est que, comme on est dans un contexte politique complexe, parce qu'il y avait une dispute très, très dure par rapport à l'acceptation du calendrier grégorien en milieu oriental, il y avait plusieurs groupes à Rome d'orientaux qui se disputaient sur ce sujet. Et l'arrivée de ce traité copte était un fait politique majeur. On en a beaucoup de copies à Rome au même moment. Peut-être que Daniel Desmardines ne voulait pas Moses Desmardines ne voulait pas qu'on sache qu'il s'était fait cette copie et qu'il participait au débat. Et donc, il l'a copié en alphabet syriaque pour avoir un peu pour garder les secrets sur le fait qu'il s'intéressait au sujet. L'autre alternative que j'ai, parce que ce manuscrit, les manuscrits, les codex dont ce manuscrit fait partie, contient aussi des textes par un autre personnage
de ce milieu chrétien oriental à Rome, qui s'appelle Léonard d'Abel. Lui, il était maltais, il parlait couramment arabe, mais on sait qu'il ne maîtrisait l'arabe à l'écrit que tardivement. Donc, les premiers documents en arabe écrits par Abel sont en effet en Garchouni, parce qu'il connaissait mieux l'alphabet syriaque. Donc, peut-être que Moïse l'a copié pour lui, parce qu'on sait qu'il partageait ce codex. Il y a des notes des deux dans le codex, et que donc il l'a simplement transcrit en Garchouni, parce que sinon Abel ne comprenait pas. C'est l'alternative. Finalement, pour terminer, dans le même manuscrit, on a une copie de la même grammaire que je vous ai montrée avant, de celle copiée par Daniel Desmardines, et avec des notes grammaticales. Et c'est tout par la main de Moses Desmardines. Et on a donc le nombre des cas en latin, avec les exemples en arabe. Donc tout ce qui est ici, c'est Allah, et avec les prépositions qui correspondent aux fonctions des cas. Mais les noms des cas sont transcrits en syriaque. Donc ici, on lit en syriaque nominativos. Donc on a les trois écritures avec des fonctions différentes. Le syriaque est utilisé pour transcrire, pour comprendre la prononce. L'arabe pour comprendre le son. Et ici, on a le mot à apprendre, notamment les cas latins. Et je vous laisse.